démarrera demain soir. Donc, Babelika, c'est un salon international tout en ligne, dédié à l'édition indépendante. Je commence par remercier au nom de la l'AILF et de l'Alliance, l'Organisation internationale de la francophonie qui soutient Babelika et particulièrement cette table ronde et une autre table ronde qui se déroulera cet après-midi, donc 16 h heure de France, sur les politiques publiques du livre en Afrique subsaharienne et en Amérique latine. Alors, juste trois petits mots avant de passer la parole à Annelise pour l'AILF. Pour vous dire, depuis plus de 20 ans, l'AILF et l'Alliance travaillent vraiment main dans la main. On est des associations sœurs, comme on dit souvent, pour favoriser les relations entre libraires et éditeurs et développer vraiment les espaces d'interconnaissance et de solidarité, de confiance. Donc, cette rencontre, on est vraiment une illustration, une incarnation. C'est la troisième fois qu'on organise cette rencontre. C'est devenu un moment fort, un temps fort de Babelika, une rencontre annuelle entre nos deux associations et les membres qui la composent. Donc, avant de passer la parole à Nice, je vous rappelle que cette rencontre est enregistrée. Donc, si vous ne voulez pas apparaître à l'écran, merci de couper votre caméra. Faites attention à vos micros aussi, laissez fermer s'il vous plaît quand vous n'intervenez pas. Et puis alors le format, donc Annie va faire une petite introduction et ensuite on va être vraiment sur une présentation, regard croisé entre les libraires et des éditeurs, les libraires qui vont nous présenter leur projet de librairie et leurs actions au sein de cette librairie-là, et les éditeurs qui vont avoir quelques minutes pour présenter leur maison d'édition, leur ligne éditoriale et un titre de leur catalogue. Voilà. Donc, on demande aux intervenants de respecter le temps de parole qui est de 5 à 6 minutes maximum. Sans ça, on se permettra de signaler que vous dépassez le temps autorisé. Et puis, évidemment, il y a un temps qui va être dédié aux échanges ensuite avec les personnes qui suivent cette table ronde. Voilà. Je te passe la parole, Alice. C'est là que je projette le PowerPoint, peut-être, Annie, si tu veux. Voilà. Je partage mon écran de ce pas. Merci Laurence, bonjour à tous et à toutes. Comme le disait très justement Laurence, en fait, nous sommes ravis de poursuivre cette collaboration avec la IEI parce que c'est vraiment des espaces d'échange et de dialogue qui sont extrêmement importants entre éditeurs et libraires francophones. Alors vous le savez peut-être, mais à l'ILF, on développe depuis une vingtaine d'années une opération qui s'appelle la Caravane du livre et de la lecture. Et l'an dernier, pour la première fois, elle s'est tenue à la fois en Afrique et en océan Indien. Et donc, elle a voyagé dans 7 pays, au Sénégal, en Guinée, au Bénin, au Togo, au Niger, à Madagascar et à La Réunion et à Maurice surtout. Donc, en fait, elle se prolonge en 2024 par une publication justement dont nous célébrons le lancement aujourd'hui. Vous en verrez quelques extraits tout à l'heure à la toute fin de notre rencontre. Et un certain nombre de libraires qui interviennent ici y ont participé. Je pense à Prudentienne du Bénin, à Binta au Niger, Vanessa du Togo et Voirana à Madagascar. Et quelques éditeurs également qui sont présents. Ce catalogue sera présenté dans son format papier à la librairie francophone, qui est tenue par des libraires de l'AILF, une librairie parisienne, à la Gaîté Lyrique du 2 au 6 octobre. Et cette librairie, d'ailleurs, présente un large panel d'éditeurs francophones, plus d'une cinquantaine. Et donc, voilà. Alors, pour ce qui est justement de ce catalogue, je vais en dire deux mots. En fait, c'est une vraie immersion dans plusieurs univers. Donc, il y a l'univers de la bande dessinée, l'univers de l'environnement et l'univers alors, de la bande dessinée. Je vais quand même en dire deux mots. En fait, nous avons donc au Sénégal, au Niger et au Togo, il y a eu des ateliers de création BD qui ont été organisés avec Paula Hassem, que vous connaissez déjà certainement, et qui ont été extrêmement riches. Et il y a aussi eu l'exposition Koubouni, qui a pu circuler dans ces pays-là et qui a été aussi une vraie découverte pour certains. Pour ce qui est de l'environnement, en fait, c'est le thème qui a été choisi par les pays d'océan Indien. Et en fait, Fabienne Jonca, autrice réunionnaise, témoignait et disait à très juste titre que ça avait permis à beaucoup d'enfants, notamment à Tana, de découvrir leur patrimoine naturel et l'importance de sa protection. Pour ce qui est des autres thèmes qui ont été extrêmement, qui ont entraîné beaucoup de débats, il y a eu la question des femmes et de la jeunesse africaine, parce que tout simplement, ces deux thèmes étaient traités largement dans les ouvrages de deux autres auteurs qui étaient invités, Yamen Manaï et Jaili Amadou Amal. Alors, dans ce catalogue aussi, vous lirez des témoignages à la fois de lecteurs, d'éditeurs, de libraires,
de différentes personnes, en fait, sur justement ces différentes expériences. Donc, par exemple, il y a quelques extraits, je pense que tu peux passer, Laurence, la diap. Par exemple, dans les élèves, voilà, certains voilà, témoignent du fait qu'ils ont appris ce que c'était qu'une planche et puis qu'il y avait des cases dans une planche. Donc, des éditeurs, alors Gashingo, par exemple, a fait un très beau témoignage en mettant en avant la collaboration fructueuse avec Binta, qui est donc libraire au Niger, dans un contexte où, comme il le dit, bah, l'État intervient encore trop peu. Nous avons aussi des libraires comme Souleymane Gueye, qui est donc de la librairie Plume du Monde, qui lui a mis en avant une très très belle expérience de création de BD dans une ONG d'enfants de la rue et qui ont vraiment permis donc à certains à la fois de découvrir un talent et de parler aussi un langage commun. Et puis surtout les auteurs et autrices aussi, qui ont vraiment été extrêmement étonnamment surpris de la richesse des échanges et du fait que ça a permis aussi à toute une jeunesse de s'exprimer sur des mots qui étaient ressentis et parfois enfouis, et que donc les écrits avaient un petit peu permis de pouvoir s'exprimer plus largement sur ces thèmes-là. Voilà, donc après, je voulais juste dire en conclusion, en pré-conclusion, que ça a aussi été pour nous l'occasion de mettre en avant deux choses qui sont extrêmement importantes et pour lesquelles il y a des partenaires, ben, l'OIF est extrêmement important pour soutenir ces initiatives. D'une part, les coéditions solidaires qui sont notamment portées par l'Alliance, mais aussi les prix littéraires. Pour ce qui concerne les coéditions solidaires, peut-être un mot, parce que pour la première fois, l'ouvrage donc de Bel Abîme de Yamen Manaï, publié chez Lisade, qui d'ailleurs est distribué chez Harmonia Mundi ici, et dans d'autres pays, a fait l'objet d'une coédition solidaire. Et donc, ça a permis que l'ouvrage soit vendu dans des conditions bien plus intéressantes et de rencontrer un plus large public. Et l'auteur lui-même, d'ailleurs, a témoigné en disant que c'était la première fois qu'en Afrique, en dehors de sa Tunisie natale, où se trouvait sa maison d'édition, qu'il a eu ses livres disponibles dans les rayons et à des prix adaptés, dans les rayons des librairies africaines. Enfin, pour les prix littéraires, il est important aussi de dire que ça peut être parfois un véritable tremplin pour des auteurs du monde francophone. Donc là, vous avez quelques exemples et c'est vrai que pour nous, c'est aussi, enfin, et pour les auteurs, c'est extrêmement important aussi ces prix. Voilà. Avant de laisser la parole justement aux libraires et aux éditeurs. Je voulais juste aussi remercier tous les partenaires sans qui ce projet de catalogue n'aurait jamais vu le jour. Le Centre national du livre, l'Organisation internationale de la francophonie, la SOFIA, le CFC qui est le Centre français pour la copie, la Fondation Michalski, Didicom et les partenaires qui ont été montés par les libraires locaux. Voilà, donc vous verrez à la toute fin quelques extraits. Maintenant, je laisse la parole à Camille et à Laurence de l'Alliance. Merci en tous les cas. Merci beaucoup, Annie, pour cette présentation et ce rappel aussi du travail important qui est porté par les éditeurs sur les coéditions solidaires, notamment les sessions de droit. Et ben, nous y allons, nous commençons donc les présentations. Et Corinne, c'est toi qui démarre le bal avec la présentation de l'atelier des nomades. Je vais dire pour nous. Corinne, alors Je vais dire tu pour. es là, Corinne? Corinne. Oui, Corinne, on t'entend pas. Corinne? Alors, est-ce que vous m'entendez? Ouais, super. Ouais, Voilà. pardon, j'ai eu un petit bug Aucun de problème, Zoom. t'inquiète. Aucun problème. Mais tout d'abord, je suis ravie d'être là parmi vous. Et puis, donc, c'est un événement important pour l'Alliance et pour nous aussi en tant que membres éditeurs de l'Alliance. Je suis Corinne Fleury, cofondatrice de l'Atelier des Nomades, qui existe depuis bientôt 15 ans maintenant. La maison d'édition a été fondée pour mettre en avant les littératures des îles de l'océan Indien. Ça avait vraiment été notre souhait dès le départ, puisqu'en fait, cet espace, cette région est caractérisée à la fois par un passé commun, mais aussi par une grande diversité de peuples, de langues et d'imaginaires. Donc, on tenait réellement à cœur de mettre en avant
ces littératures-là. Au cœur de notre catalogue se trouve la littérature jeunesse, avec un désir d'interculturalité et d'altérité, donc et de mettre en avant le patrimoine culturel de ces îles, cultiver aussi la fierté et l'identification de nos lecteurs. Et on a aussi une collection de littérature générale avec une proposition assez exigeante où notre objectif est d'accompagner les auteurs émergents et de publier à la fois des textes fondateurs et épuisés et aussi bien sûr des nouveautés. On publie environ 4 titres par an en anglais, en français, en créole ou en mélange français-créole, voilà. Et donc voilà, c'était un petit peu la présentation de notre maison. Donc je vais vous parler maintenant du titre Envolée de nuit que vous voyez apparaître donc à l'écran, qui est un titre qui n'est pas encore paru, mais qui arrive très bientôt, donc au mois d'octobre. Et qui, en fait, est dans la suite de notre petite collection d'albums, donc avec notamment Le paradis dans mes cheveux ou Rêve d'oiseau, donc qui ont d'ailleurs, et puisque ça a été souligné, les coéditions, etc., donc qui ont fait l'objet notamment de cette version d'ailleurs est une version des éditions Vallès, qui ont fait l'objet de cessions de droits, notamment Sud-Sud, puisque pour nous, c'est vraiment une donnée qui est assez importante. Et Envolée de nuit est un très bel album d'Eugénie Sauzier de Roné, qui est une Mauricienne, une auteure mauricienne, et l'illustratrice est réunionnaise, Julie Bernard. Donc c'est aussi quelque chose qui est très important chez nous, c'est-à-dire ce mélange et ce métissage culturel dans les albums. Et dans cet ouvrage, puisque la thématique de la nature est très présente dans notre maison d'édition, il était question de mettre en avant un petit animal dont on ne parle pas souvent, qui est la chauve-souris, et qui pourtant a une importance capitale dans la régénération des forêts endémiques notamment. Et à l'île Maurice, on ne le dit pas souvent, on fait partie de ces pays où il y a une plus grande disparition de ces forêts endémiques. Et là, il est question de cette petite chauve-souris qui malheureusement est obligée d'aller dans les vergers pour aller manger, puisqu'en fait, elle n'a pas d'autre choix que d'aller dans les jardins des uns et des autres, puisque sa forêt endémique, celle où elle va retrouver sa nourriture naturelle, est de plus en plus diminuée, rétrécie. Et donc, elle va se retrouver malheureusement confrontée à ce qui arrive régulièrement à Maurice, c'est-à-dire des abattages de chauves-souris. Donc, elle sera abattue, en tout cas, elle reçoit une balle et elle est recueillie par un jeune garçon. Et tous deux, en fait, imaginent ce monde de demain, c'est-à-dire ce monde où il existerait une forêt plus grande, plus belle, où on pourrait la régénérer. Et ce message est très important pour nous puisqu'il nous permet à la fois de parler de la chauve-souris qui existe partout dans le monde, et il est important de dire que partout dans le monde, elle est menacée et elle est en danger de disparition. Et à la fin, on retrouve un petit documentaire où on explique à la fois l'historique de la chauve-souris dans l'océan Indien et aussi comment, à notre échelle, nous, individuels, on pourrait aider la chauve-souris à revenir et à retrouver sa place au sein de la nature. Donc voilà, je voulais vous présenter ce titre qui apparaît bientôt. Merci beaucoup, Corinne, et merci pour avoir respecté les 5 minutes. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Je propose qu'on passe tous les intervenants et que les questions viennent voilà, en fin de session pour que ce soit peut-être plus fluide. Donc, maintenant, nous écoutons une autre maison d'édition, les éditions Vallès, Serge, en Côte d'Ivoire. Allô, bonjour. Vous m'entendez? Très bien, Serge. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je suis très heureux, en tout cas, de participer à cette deuxième édition de Babelika. Je représente Valais Édition, qui est une maison d'édition ivoirienne. Elle a été fondée en 2006 par Fidèle Diomandé.
Valès est membre de l'Association des éditeurs ivoiriens, de l'Association des éditeurs francophones au sud du Sahara et de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. Alors, à ce jour, Valès est riche d'un fonds éditorial de littérature générale de 7 collections avec une centaine de titres, dont 15 au nombre des œuvres agréées pour l'enseignement au primaire et au secondaire en Côte d'Ivoire. Notre catalogue est surtout ouvert aux jeunes, aux nouvelles plumes, à qui nous donnons une chance d'être publiés. Et puis, nous participons également à la promotion de la lecture à travers un concours de littérature que nous avons initié depuis 2007 et qui a permis de détecter de nouveaux talents, parmi lesquels Josué Guébo, qui n'est plus à présenter, Cédric Machal, qui ici, et Alain Serge Agnès. Alors, nous avons une politique d'échange avec des éditeurs du Sud comme du Nord, à travers des sessions de droits, des achats de droits. Notamment, nous avons dans cette démarche-là publié des ouvrages de nomades avec Corinne. Nous en avons publié des stocks, des feuilles et même des proximités au Cameroun. Et nous sommes dans cette démarche-là avec Graines des Pensées, une maison d'édition installée à Lomé, au Togo. Et donc, Valès fait son petit bonhomme de chemin. Nous espérons toujours avoir des sessions de droit avec des éditeurs tant africains qu'occidentaux. Et puis, voilà. Ensuite, nous avons ce livre à présenter. C'est un livre de nos jeunes auteurs que nous avons pu détecter à travers ce concours dont je parlais tantôt, qui a écrit, publié chez nous, La légende du fils de la lumière. C'est un livre qui met en situation une vieille, comme il en existe dans nos villages africains, mais qui malheureusement n'a pas d'enfant. Et à ce titre-là, elle est vue comme une sorcière et mise à l'écart de tout ce qui concerne le village. On lui a même interdit formellement, il a même interdit, pardon, de lui parler, de commercer avec elle. Et il y a un petit garçon qui s'appelle Liquier, un jeune garçon, un jeune du village, issu des parents de la communauté, donc qui se rend clandestinement, secrètement rencontrer la vieille avec laquelle il a des rapports très intenses, il échange très souvent avec elle. Et tout cela elle profite pour lui donner des leçons de vie à travers des contes, des légendes, des philosophies africaines. Et un jour, elle lui parle de l'arrivée prochaine du fils de la lumière, celui qui supprimera la haine du cœur des hommes et les réconciliera entre eux. Alors, ce livre nous paraît, en tout cas chez Valès, très important parce que nous sommes d'un pays qui sort de situations conflictuelles, de guerres, j'allais dire, et qui a besoin de se réconcilier les uns avec les autres, qui a besoin de faire passer ce message de paix, de réconciliation pour que les Ivoiriens puissent puissent apprendre justement à vivre avec les uns et les autres et qu'on ne connaisse plus jamais ce genre de conflit dans notre pays. Merci à tous. Merci beaucoup, Serge, pour cette présentation. Merci beaucoup. Donc, nous passons maintenant au Bénin avec Prudentienne qui va nous présenter la librairie de Savoir d'Afrique. Prudentienne, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Vous me recevez? On t'entend bien, Prudentienne. On ne te voit pas, mais on t'entend bien. Merci beaucoup. Je remercie encore l'Alliance des éditeurs et la ILF pour cette initiative. Je m'appelle Prudentielle Wimbo Baguetti. Je suis la directrice, la fondatrice de la librairie Savoir d'Afrique. J'ai créé, ça fait 3 ans et demi, pour toujours nourrir ma passion du livre. Je suis la présidente de l'association des libraires professionnels du Bénin, une association que j'ai mise sur les fonds baptismaux en 2019. Donc, je suis la présidente et j'ai été aussi élue vice-présidente de l'Association internationale des libraires francophones. Ma librairie est une librairie indépendante qui présente tout ce dont les Béninois ont besoin. Notamment, nous avons, en dehors du scolaire, les livres universitaires, la littérature béninoise, que je mets surtout en avant parce que, avec mes nombreuses expériences, j'ai constaté qu'il y a une floraison d'écrivains au Bénin et de maisons d'édition qui ne sont pas connus par les lecteurs béninois. Donc, j'ai préféré donner un espace
pour mettre en exergue tout le travail que font les auteurs béninois et auteurs africains. Il y a aussi une place importante pour la littérature africaine. Je travaille avec la plupart des maisons d'édition du Bénin, telles que, je ne sais pas si certains sont présents là, Christophe Édition, Dagan Édition, et Flamboyant, Savane du Continent. Et aussi des auteurs de la sous-région, comme Valès qui vient de passer, les éditions Graines de pensée de Lomé, les éditions en Côte d'Ivoire, Classique Ivoirien, tout récemment à Tabala, oui, avec Ebuni aussi et Masaya. Donc, je suis un acteur culturel qui essaie d'avoir une variété dans ma librairie pour permettre à tous ceux qui passeront d'être satisfaits de leurs demandes. Merci. Merci beaucoup, Prudentielle. Merci beaucoup. Voilà, gardez bien vos questions si vous avez besoin de développement sur certains points pour tout à l'heure. Voilà, les uns et les autres se feront plaisir d'y répondre. Merci encore, Je Prudentielle. voudrais aussi souligner, si vous permettez, que je fais partie des premiers pays caravaniers de l'AILF, puisque nous avons déjà à notre article 15 ans pour avoir fait la caravane du livre de la lecture. Merci. Merci, Prudentielle. Nous poursuivons avec la librairie Savoir d'Afrique. Ah, mais pardon, excusez-moi, Oui, Prudentielle. c'était Ah oui, pardon. Je voulais te faire des remarques pour passer le diap, mais j'arrivais pas. Excusez-moi, oui, désolé. Excusez-moi, je vais essayer de faire attention sur les autres présentations. Ah oui, en effet, ça reprend. Désolé, Prudentielle, ça reprend tout ce que tu disais. Bon, mille excuses. D'ailleurs, si ça intéresse les participants, on pourra tout à fait envoyer ce PowerPoint aussi aux personnes qui le souhaitent. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat, aucun problème. Alors voilà, ça y est, nous passons maintenant au Togo avec Vanessa qui va nous présenter la librairie du futur. On t'écoute, Vanessa. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je suis Vanessa Yawavi Mbouke, la responsable de la librairie du futur, qui est une librairie spécialisée, la première librairie spécialisée BD livres pour enfants dans la capitale togolaise. La librairie est créée en 2020, en juin 2020 précisément, et moi j'ai pris la direction en 2022. Et c'est sous ma direction que nous avons élaboré le projet de la caravane du livre et de la lecture 2023 au Togo. Nous essayons de nous démarquer au lieu d'attendre que les gens viennent à la librairie, nous leur apportons des livres en créant des rayons dans des supermarchés, dans les écoles, dans les cafés. Ainsi, non, on ne veut pas leur donner l'occasion de dire qu'ils n'ont pas le temps et tout. On fait tout pour leur mettre le livre partout où ils vont, pour que ça soit vraiment accessible. Et nous œuvrons aussi pour mettre en avant les livres à petit prix à cause de la bourse de la population, en fait. Et nous vendons aussi des livres audio. Et nous faisons aussi beaucoup d'activités à l'extérieur de la librairie, vu que la librairie a pour objectif d'apporter le livre au lecteur. Et pendant la caravane du livre 2023, notre coup de cœur, c'était Mon faille à Photopia. Dans ce livre, c'est notre coup de cœur parce que dans ce livre, à la première partie, Mon faille a fait un cauchemar et elle découvre que la vie pourrait devenir vraiment impossible sur toute la surface de la Terre si rien n'est fait. Parce qu'il s'agit là de l'action
de l'homme sur le dérèglement climatique. Et dans la deuxième partie, Monfaille a pu, grâce à ses amis Napo et Belike, qui ont le pouvoir de voyager dans le temps, à voyager et a pu découvrir un monde où le cours normal des choses a repris grâce au respect de la nature. Et c'est un livre qui nous tient vraiment à cœur. Et c'est des éditions Ago. Nous travaillons avec beaucoup de maisons, beaucoup plus ici, avec la maison d'édition Ago, Graines de pensée, Aoudi, Continent, Ruisseau d'Afrique, Balès, Nei, Nofi, Classique Ivoirien, Akomamba, Édition et Bournier, Saraba. C'est vrai que c'est une librairie spécialisée livre pour enfants, mais nous faisons tout pour que même si les adultes y entrent, ils peuvent trouver pour leur compte. Et c'est dans ce cadre que nous avons aussi pu animer le festival Togo BD qui a repris grâce à l'Expo Koubouni qu'on a pu exposer pendant la caravane 2023. Le festival Togo BD a pu reprendre grâce à l'Expo Koubouni. Et cette année, nous avons surveillé, nous avons coordonné, la librairie a pu coordonner tout pour que le festival ait pu lieu. Et en plus de ça, pendant les vacances, la librairie a organisé des séances de lecture de contes avec les enfants. Et c'était vraiment très, très intéressant parce que au lieu de les laisser trop se reposer pendant les vacances avec les écrans et tout, ce qui va avec, nous avons pu faire un programme où on les occupait les mardis, 2 heures de temps, de 9h30 à 11h30 et les vendredis. Et c'était super bien. Ça a fait que les gens ont connu, il y a des gens qui ne connaissaient pas la librairie, mais les gens ont connu la librairie et ils ont vu qu'il y a vraiment des livres à prix réduit. Voilà. Merci. Je vous remercie pour l'opportunité encore. Merci beaucoup, Vanessa, pour cette présentation. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va à Madagascar avec la librairie Millefeuille. Bonjour et rebonjour à ceux qui m'ont vu tout à l'heure déjà. Donc, je suis la gérante propriétaire de la librairie Millefeuille, qui a été que j'ai créée en décembre 2015. En fait, c'est suite à une reprise. En 92, j'avais intégré la filiale des NMPP à Madagascar. Et à l'époque, je voyais qu'il n'y avait vraiment pas de livres. Et il s'agissait de répondre à une pénurie. Et nous avons ouvert une filiale Maison de la Presse, comme en France. Et en 2014-2015, ils ont mis leur filiale en vente à Madagascar, que j'ai racheté. Et j'en ai profité pour changer le concept. Je ne voulais pas rester une franchise de Maison de la Presse. Et c'est comme ça que j'ai créé donc Millefeuille. Qui est la première et l'unique encore aujourd'hui, je crois, librairie café à Madagascar. Donc moi, je voulais faire un espace convivial, simple, accessible à tous, parce que franchir la porte d'une librairie est toujours un peu difficile pour beaucoup de gens ici. Et d'où l'idée de café, où on y fait des rencontres. Je voulais vraiment que ce soit une ambiance agréable et accueillante. Et d'où la particularité des événements qu'on y fait. À part les cafés littéraires, on y fait aussi des lectures de contes, des Passer petits la moments. diap, Laurence. Pardon, Voyana. Tu peux passer la diap, Laurence.
Ouais, j'ai pas mis beaucoup de photos en fait. Donc on est situé en centre-ville et là vous voyez qu'on a déménagé. Au 1er juin dernier, on est sorti de l'hypercentre. Je suis toujours en centre-ville, mais légèrement excentrée parce que comme toute grande capitale africaine, on a énormément de mal à circuler en centre-ville. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de trouver un local sur la route de l'université. 2 fois plus petit, mais aménagé différemment. On est quand même arrivé à tout loger. J'ai entre 7000 et 8000 références hors rentrée scolaire, parce que je suis plutôt une librairie générale. Je ne fais très peu de scolaire. La politique nationale étant faite que les parents n'achètent pas les manuels scolaires en librairie. Donc, c'est pas du tout un marché où on est très dynamique. Il y a quelques écoles privées qui nous en commandent, mais ça reste pas. Et ce n'est pas une activité très développée chez nous. Donc voilà, on a déménagé. Oui, alors je voulais faire bouger. À part de rendre le livre accessible à tous, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est aussi être un acteur dynamique, comme je le mets, dans la chaîne du livre. Parce que le respect de la chaîne du livre, c'est pas gagné encore, que ce soit du côté des auteurs et parfois même des éditeurs, ni même des institutionnels. Je parlais récemment à des responsables où j'expliquais ma notion de don intelligent parce que beaucoup d'institutions importent des livres par container pour les donner plutôt que de passer par les libraires locales. En passant par les libraires locales, ils pourraient acheter des livres des éditeurs locaux et coller aux besoins, donner des livres beaucoup plus adaptés aux destinataires de ces dons-là. Donc voilà, je milite pour la défense du métier de libraire qui est très très peu connu à Madagascar. Bon, nous sommes une demi-douzaine de librairies qui importent de France essentiellement, mais aussi de la région. On a mesuré lors de la caravane du livre combien c'est difficile d'importer dans les îles de l'océan Indien, mais on l'a fait. J'espère qu'on va réussir à progresser sur ce domaine. Mais pour votre information, importer du livre de la Réunion ou de Maurice nous coûte quasiment plus cher que d'importer de France. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Donc, l'événement le plus récent, c'était ce déménagement. Et puis, j'ai choisi un coup de cœur. Je ne sais pas si la diapo a été retenue ou pas. Voilà. Je l'ai choisi parce que c'est un livre très, très original. C'est la première fois que ça se fait à Mada, surtout pour la jeunesse. Et c'est un éditeur très récent, les éditions Ting. Ils ont sorti donc ce livre-là, Talabubuka, qui veut dire chiffre en français. On l'a sorti lors de la caravane du livre de l'année dernière. Et il est très original dans la mesure où on trouve énormément de données sur Madagascar. Alors, il a été fait pour la jeunesse, mais les adultes sont également très intéressés par ce livre-là parce qu'il en existe très peu. Parce qu'il parcourt de nombreux domaines, que ce soit la flore, l'histoire, la géographie, donc très complet, sans que ça soit indigeste. Et il est également très bien illustré. J'essaie de faire vite, mais je crois que je suis à moins de 5 minutes. Je ne sais pas où j'en suis. On y arrive presque, oui. Voilà, donc je répondrai aux questions. Mais je voulais donc parler de la caravane du livre de l'océan Indien, mais aussi, ah oui,
Je voulais dire ma participation aussi là l'année dernière a beaucoup changé aussi notre point de vue à la librairie parce que on a vu qu'il faut vraiment s'ouvrir au continent africain. On a très peu d'occasions d'importer des livres. Et là, j'ai vraiment participé à pousser des éditeurs à faire des coéditions pour trouver les livres sur notre territoire. On en reparlera tout à l'heure, je pense. Complètement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous passons maintenant au Cameroun avec les éditions Akomamba. Ulrich, on t'écoute. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation à participer de nouveau au sommet Babelika. C'est un très grand rendez-vous et j'espère vraiment que dans les années prochaines, on aura l'occasion de faire peut-être en présentiel aussi, parce que c'est vraiment nécessaire de se retrouver entre éditeurs professionnels du livre et aussi spécifiquement les libraires. J'y découvre notamment plusieurs tout à l'heure, donc c'est très intéressant. Un petit mot rapide sur moi. Je suis Ulrich Tadawamba, je suis auteur, je suis éditeur, je suis également enseignant. Je suis le directeur des éditions Akomamba depuis 2020, en janvier 2020, donc ça fait à peu près 5 ans. Je vous dis à présent quelques mots sur les éditions Akomamba. C'est une maison d'édition spécialisée jeunesse et bande dessinée. C'est un catalogue de plus de 300 titres. C'est le plus vieil éditeur jeunesse, plus vieux éditeur jeunesse et bande dessinée d'Afrique centrale. La maison d'édition existe depuis 1995, donc c'est vraiment une vieille de la vieille. C'est une coopération avec les éditeurs de plusieurs pays d'Afrique et également d'Amérique. Akomamba, c'est des auteurs aujourd'hui, à l'heure où on se parle, des auteurs qui viennent de plus de 20 pays dans le monde, à la fois en Europe, en Amérique et en Afrique. La maison d'édition publie à compte d'éditeurs et a été plusieurs fois récompensée au Cameroun et à l'international. Akomamba organise le Salon international du livre jeunesse et de la bande dessinée de Yaoundé. C'est un projet qui s'est inspiré du même type de projet en Guinée, dans le projet de l'aîné Alioso, le Salon international du livre jeunesse de Conakry. Akomamba a créé, enfin ce Salon du livre a créé plusieurs prix internationaux, à savoir un prix international pour la bibliothèque de jeunesse en Afrique. Donc, c'est une initiative qui vise à récompenser les initiatives, vise à récompenser les initiatives en faveur des bibliothèques de jeunesse sur le continent africain. Nous avons eu déjà 2 récompenses, 2 éditions. Le Salon organise également un prix international pour le premier livre d'images. Donc, ça, c'est un concours qui est organisé, qui est ouvert vraiment à tous les pays d'Afrique, qui donne la possibilité à des jeunes qui n'ont jamais publié de leur vie de devenir auteurs de jeunesse. Ils écrivent leur histoire eux-mêmes, ils font des illustrations eux-mêmes, ils participent au concours. Également, le prix de la première bande dessinée en Afrique. Donc, c'est le même principe, des jeunes qui n'ont jamais publié, parce qu'en fait, je m'engage particulièrement à construire une nouvelle génération d'auteurs. C'est pourquoi je m'implique autant dans des projets qui valorisent des primo-auteurs. Nous avons également un prix international Alioso qui récompense la carrière complète d'un professionnel de l'édition de jeunesse en Afrique. Parce que j'ai constaté que les éditeurs de jeunesse, parfois, les éditeurs en général et parfois les éditeurs de jeunesse ne sont pas souvent valorisés. Il y en a ici qui ont des carrières très riches, très denses. C'est important de leur vivant qu'il y ait quelque chose quand même pour saluer ce travail-là. Donc voilà, grosso modo, ce que nous faisons. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, il y a le site des éditions Akomamba, sur les réseaux sociaux aussi, et puis je pourrai répondre aux questions après. Donc le projet que j'ai envie de vous présenter sur le projet Broko, que vous avez sur l'image, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Le tout titre, c'est la toile de Ndop. Donc, le Ndop, c'est un tissu traditionnel et mythique des peuples de l'ouest du Cameroun et qui est d'ailleurs aujourd'hui à la mode. Il y a beaucoup de tissus qui reprennent les motifs de ce tissu traditionnel-là aujourd'hui, qui se vendent se procure. Et c'est la première fois donc qu'on réussit à faire une bande dessinée complète de plus de 140 pages, 142 pages sur le sujet. Donc, et c'est un projet particulier parce que le manga est un peu
rencontre un bon succès, en tout cas au Cameroun en ce moment. Et avec les auteurs, on a travaillé à faire une sorte de fusion entre le manga et les histoires fortes culturelles d'Afrique. Et ce premier qui est sorti, c'est ce projet Ndop. C'est un projet qui est disponible exclusivement en version cartonnée. Je ne sais pas si vous voyez. C'est entièrement en couleur. Entièrement en couleur. Et c'est un projet que nous comptons mettre en avant véritablement lors du prochain salon du livre de jeunesse et de la bande dessinée de Yaoundé qui se tient en décembre prochain. C'est une première série et on espère que pour les prochaines, ça va rencontrer un plein succès. Le livre est disponible en français et en anglais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richie. Nous poursuivons avant de passer à la séance de questions avec la farandole des livres au Niger. Et nous t'écoutons, Binta. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de participer pour la première fois à cette édition et je vous remercie déjà pour cette invitation. Alors, moi, la farandole, je l'ai créée toujours avec cet objectif, dès le début, de donner le goût de la lecture aux enfants nigériens. C'est quelque chose qui me tient toujours à cœur parce que, comme vous le savez, on lit très peu au Niger. Alors, je me suis dit déjà qu'il fallait partir de la base, donc intéresser les enfants. Je fais bien sûr la caravane du livre dès le début, en fait. J'ai commencé la caravane du livre. Et ce que j'ai surtout comme projet également, ce n'est pas tant de rester en librairie, mais de me déplacer. Nous avons un véhicule qui permet d'aller dans les quartiers périphériques, essayer de toucher le maximum d'enfants. Ce n'est pas pour vendre les livres, mais pour s'arrêter et leur lire des histoires, échanger avec eux, afin qu'ils aient l'accès à quand même des ouvrages diversifiés et vraiment de manière très, très ludique et spontanée. J'ai également une salle d'animation, je ne sais pas, on va voir les images tout à l'heure, où je reçois des enfants de ça, c'est les coups de cœur. Les coups de cœur, ça sera toujours avec les éditions Gashingo, parce que c'est pour moi l'éditeur engagé au Niger, parce que nous luttons ensemble pour le respect de la chaîne du livre, et ça, c'est important pour moi. Comme on l'a dit au début, l'État ne participe pas tellement dans ce genre, ne nous aide pas tellement. Donc, pour parler des activités, j'ai également mis en place une mini-bibliothèque avec un abonnement annuel qui est vraiment accessible à tous, puisqu'il fait de moins de 4 € pour l'année. Alors, j'ai mis des livres en tout genre. Il y a des livres pour adultes également, parce que je me dis qu'il faut aussi continuer à pousser les adultes et les enfants à lire. Ça, ce sont les activités qu'on fait en librairie, les concours, les lectures. Et en 2024, il y a eu la caravane partiellement parce qu'il y a eu un coup d'État au Niger en juillet qui n'a pas permis à Djali de venir, mais heureusement, Assem a pu venir. Nous avons fait cet atelier pour enfants. Et nous avons également pu intervenir dans le cadre du FESTAF, qui était un festival dédié à l'écrivaine africaine. Et ce sont les images qu'on voit en bas à droite avec la remise de cadeaux. La librairie a offert des livres à titre gracieux. Et donc, je parlais de cette activité dans la salle. La salle, on l'appelle la salle à palabre. Ce sont les images du haut. Vous voyez l'arbre. Et donc, nous recevrons des enfants à titre gracieux les mercredis, la plupart du temps. Nous leur lisons des ouvrages et en même temps, ils peuvent emprunter donc, des livres. Donc, vraiment, notre objectif premier, c'est de vraiment faire tout ce qu'il faut pour que les enfants se sentent accueillis, qu'ils soient intéressés et qu'ils aient accès à des ouvrages de qualité, ce qui n'est pas évident. Je ne sais pas si on a fait le tour des images. Voilà. Les coups de cœur? Les coups de cœur. Et je parlais de Gashingo tout à l'heure. Alors, Gashingo, ça veut dire caméléon en Kanuri. Kanuri, c'est une langue du Niger. Et il fait beaucoup de livres bilingues, enfin, dans nos langues nationales, et ce qui est très important également. Parce que vous savez que l'enfant, déjà, quand on lui lit un livre en français, il ne capte pas forcément ce qu'on veut dire. Alors, quand le livre est traduit avec les termes locaux, ça lui parle un peu plus. Et je suis contente d'ailleurs de voir que Corinne est là parce qu'on a travaillé ensemble sur 1001 activités,
que nous avons tropicalisé ensemble. Et je me rappelle que c'était vraiment un, comment dirais-je, c'était pas évident de trouver des termes parfois qui parlaient dans nos langues. Alors, j'ai mis plusieurs coups de cœur, Moussa le Courageux, Les cicatrices d'un mensonge, tous ont été édités aux éditions Gashingo, qui est quelqu'un qui se bat, notamment harcèlement à l'école, puisqu'on sait que ça existe malheureusement, et dans les écoles nigériennes, c'est pratiquement tiré d'une histoire vraie. Et c'est pour ça que j'ai tenu quand même à mettre tous ces livres. Le premier, un peu plus drôle, enfin drôle dans la mesure où il y a une histoire d'amitié. Le deuxième également rappelle le mensonge qui peut être puni sous toute forme de procès. Et enfin, s'agissant des écoles. Voilà, le harcèlement à l'école. Ça, je crois qu'on a déjà montré, ce sont les images des activités. Et là, j'explique un peu pourquoi on est Gashingo et moi, on essaye de faire quelque chose. Mais vraiment, je travaille également avec beaucoup d'éditeurs en Afrique, tous ceux qu'on a cités au début, Ruisseau d'Afrique et Burni, enfin, tous ceux plus facilement, ceux de Côte d'Ivoire et du Bénin et du Togo, à cause de l'accès du pays. Nos frontières sont fermées, donc c'est encore devenu plus difficile. Mais on lâche rien, on continue à se battre pour faire venir les livres comme on peut. Voilà, merci encore une fois pour cette invitation. Merci beaucoup, Binta. Et nous finissons ce petit tour quasiment du monde avec René Laure des éditions du Sucrier en Martinique. René Laure, on t'écoute. Oui, bonjour à toutes et tous, vous m'entendez bien? Oui, voilà, donc je suis ravie d'être avec vous ce matin et de rencontrer tous ces partenaires de l'Alliance et tous ces partenaires de l'édition indépendante. Vraiment, c'est très enrichissant. Et donc voilà, je suis René Lorzou et donc je suis dans Martinique, dans la mer des Caraïbes. Et la Martinique, pour ceux qui ne savent pas, est un territoire français d'Amérique. Voilà. Donc, j'ai créé les éditions du Sucrier en 2018 dans le but d'apporter un peu plus de publications pour les enfants. C'est une maison d'édition jeunesse. Je suis moi-même autrice, illustratrice jeunesse. Et donc, j'ai créé la maison d'édition pour essayer de faire des propositions supplémentaires, notamment pour les très jeunes, parce que, effectivement, depuis quelques années, nous commençons à avoir pas mal d'ouvrages pour les enfants, pour la jeunesse, mais assez peu encore pour les très jeunes. Donc, c'est ce travail-là que j'essaie de faire. Donc, à ce jour, nous avons, chaque année, nous publions entre 1 et 4 albums de jeunesse. Nous avons fait le choix de publier des albums en plusieurs langues, en français, créole, espagnol et anglais, qui sont les 4 principales langues de la Caraïbe. Néanmoins, en tant que francophones, nous sommes plutôt isolés dans la Caraïbe. En fait, nos voisins sont anglophones, nos principaux voisins sont anglophones, ceux qui sont les plus proches de nous. La première langue parlée dans la Caraïbe est l'espagnol. Dans le bassin caribéen, c'est l'espagnol. Et puis, nous sommes quelques créolophones. Il y a des créoles à base lexicale française, à base lexicale anglaise. Pour moi, il est important que nos enfants puissent dialoguer avec leurs voisins. C'est très important. Nous sommes dans une zone, nous pouvons être isolés des grands centres, mais nous ne sommes pas isolés les uns des autres. Et la tradition dans la Caraïbe, avant la période de la colonisation, était que les Amérindiens qui habitaient là voyageaient d'île en île sans frontières. Donc, pour moi, la langue ne doit pas être un problème pour que nous puissions dialoguer entre nous dans la Caraïbe, dans le bassin caribéen. Et c'est important aussi, ça correspond aussi à un besoin, une demande des enseignants, puisque notamment maintenant, l'éducation nationale demande de pratiquer l'approche contrastive des langues. Et donc, les outils que nous faisons peuvent servir très directement à cela. Voilà. Donc, nous avons différentes collections qui s'adressent parfois, il y a une collection pour les tout petits avec des livres cartonnés, pour les enfants à partir de 1 an, une collection pour les 3-6 ans. Nous avons lancé aussi de la bande dessinée. Pour l'instant, nous n'avons qu'un album, mais nous avons lancé, et ça, c'est une coopération avec Haïti, enfin avec des artistes haïtiens. Et puis, nous travaillons aussi avec d'autres artistes qui peuvent venir d'autres pays, comme par exemple l'album que vous voyez à l'écran
il a été écrit par une autrice qui se trouve à Chypre, elle est franco-chypriote, et l'illustrateur est russe, il vit à Chypre également. Et donc, ça nous a permis de nous ouvrir, de continuer notre ouverture au monde et en fait de toucher un autre marché. Voilà. Donc, ce que nous essayons de faire autant que possible, nous travaillons avec 2 libraires au Québec, à Montréal, et puis Tis et Métis, l'album en question, nous a permis de travailler avec la librairie française de Chypre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, les éditions du Sucrier, nous organisons aussi un concours d'écriture de nouvelles pour les jeunes de 13 à 25 ans. Ça nous permet de comprendre ce que souhaitent les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire sur le monde qui les entoure, le monde dans lequel ils vivent. Et avec le corpus, comme nous avons déjà fait 4 éditions de ce concours, donc avec ce corpus de textes, nous essayons de voir comment proposer aux enseignants, notamment de la classe de 4e, où on étudie la nouvelle au programme, essayer de voir comment essayer de leur proposer un corpus de textes écrits par des jeunes martiniquais et qui puissent permettre de travailler ce type d'écrit de façon un peu plus contextualisée et peut-être en suscitant un peu plus d'intérêt, puisque les textes viennent des jeunes eux-mêmes. Puis aussi, j'ai lancé le Festival du livre jeunesse de Martinique en 2021 et je continue à l'organiser avec l'association La Baie. Et donc, c'est aussi très, très important. Nous avons très peu de manifestations littéraires en Martinique. Nous sommes un petit territoire. Il y a peu de libraires, peu de maisons d'édition, peu d'événements autour du livre. Donc, c'est un combat il y a un combat à mener pour maintenir une chaîne du livre qui soit professionnalisée et qui puisse se développer et qui puisse proposer des opportunités aux jeunes. Donc, néanmoins, bien que la chaîne du livre soit assez difficile chez nous, nous avons des jeunes qui se forment au métier du livre et qui souhaitent travailler dans le domaine. Donc, je ne fais que les encourager en les recevant en stage, etc., en échangeant avec eux. C'est très, très important pour moi. Voilà. Donc, si on parle un petit peu plus de Tis et Métis, alors Tis et Métis, c'est l'histoire de 2 oiseaux. Tis, elle est toute blanche et Métis, c'est plein de couleurs. Et c'est vraiment une histoire de rencontre et d'acceptation de l'autre. Métis va raconter à Tis que ces couleurs lui viennent de voyages qu'il a fait dans le monde, à travers le monde. Et donc, le premier voyage qu'il fait, c'est en Martinique. Et ce voyage lui donne la couleur bleue. Donc, c'est vraiment une histoire d'acceptation de la différence. Moi, j'aime ci ou j'aime pas ça. On va passer dans différents pays du monde. Bien sûr, la Martinique, on commence par là. Mais la France, l'Espagne, la Chine, l'Afrique, tout ça sera évoqué au cours des différents voyages. Et puis, donc, c'est aussi un ouvrage qui est tout en dialogue. Donc, c'est un dialogue permanent entre les 2 oiseaux, ce qui fait qu'on peut très facilement, si on veut, le mettre en voix, le faire mettre en voix aux enfants et aller vers le théâtre, par exemple. C'est donc un album bilingue qui intéresse beaucoup, qui commence beaucoup à intéresser notamment les enseignants, justement pour cet aspect acceptation de la différence, acceptation de l'autre dans ce qu'il est et pour ce qu'il est, et également ce côté, la possibilité de mettre en voix le texte très, très facilement avec les enfants. Voilà. Et donc, comme je disais, la publication de cet album-là nous a permis de travailler avec la librairie de la Boîte à lire à Chypre, c'est la librairie française de Chypre, avec laquelle nous entretenons de bonnes relations et nous essayons de voir comment nous pouvons continuer, développer ces choses-là. Je disais que nous sommes sur un petit territoire et donc j'ai effectivement le souci d'ouvrir ma maison d'édition sur l'extérieur, sur le monde, ce qui permet de faire connaître effectivement ce que nous faisons, aussi de faire connaître la Martinique à travers le monde via le livre pour enfants. Voilà. Merci. Merci beaucoup, René-Laure, merci beaucoup. J'arrête le partage au moment où ce sera plus facilement. Merci vraiment à
à toutes et tous pour vos présentations qui étaient super intéressantes. Merci beaucoup. Et ouvrons les questions, les remarques, les réactions dans l'immédiat. Alors, je vois qu'il y en a une dans le chat, me semble-t-il. Donc, une question de Serge Kwam au Cameroun. Quel rapport au livre avec les pouvoirs publics dans vos pays respectifs en termes d'accompagnement? Quels accompagnements les pouvoirs publics proposent-ils dans vos pays? C'est une question qui peut durer des heures et des heures. Peut-être qui veut répondre sans que ce soit exhaustif, peut-être, mais qui... Si je peux répondre juste pour nous qui sommes dans un territoire, en fait. Avant, nous étions dans un du territoire, mais en fait, c'est ce qu'on appelle le département français d'outre-mer, en fait. Donc, nous sommes régis par les lois françaises et nous pouvons être soutenus par le ministère de la Culture et via la direction des affaires culturelles. Donc, la direction des affaires culturelles de Martinique peut soutenir les maisons de travail des maisons d'édition indépendantes. Bien sûr, il faut faire un dossier de demande de subvention annuelle si on souhaite, et on peut obtenir des aides de soutien à la maison d'édition. Bien sûr, les maisons d'édition, nos maisons d'édition ou les professionnels du livre sont éligibles en principe aux aides du Centre national du livre. À ceci près que, par exemple, moi, je ne peux pas obtenir ces aides. La maison d'édition ne peut pas les obtenir parce que le CNL nous dit que nous ne sommes pas distribués dans un réseau stable de libraires en France. Alors, il faut croire que la Martinique n'est pas la France. Je ne veux pas faire de politique, mais bon, quand on reçoit cette réponse, ça voudrait dire que la Martinique n'est pas considérée comme étant la France. Et donc, le fait de travailler avec des libraires en Martinique et en Guadeloupe n'est pas considéré comme travailler avec des libraires français. Donc, nous ne pouvons pas bénéficier de ces aides-là pour cette raison-là. En dehors de cela, la collectivité territoriale de Martinique peut aussi apporter un soutien aux maisons d'édition. Donc, j'en ai déjà bénéficié à deux reprises. Donc, elle peut soutenir, la collectivité peut soutenir la publication d'un ou deux ouvrages par an par le biais d'une subvention ou par le biais d'acquisition des ouvrages pour pouvoir les distribuer, les attribuer aux établissements scolaires du second degré notamment, puisque la collectivité est chargée du second degré, des établissements du second degré. Voilà, puisque les établissements du premier degré sont gérés par les municipalités. Donc, c'est essentiellement cela qu'on peut avoir en termes d'aide des pouvoirs publics. Voilà. Peut-être, je me permets de, si ça vous va, on va peut-être pas faire tout le monde parce que ça va être très très long, mais je me permets de donner la parole à deux autres personnes en point de temps directement. Vanessa, est-ce que tu peux nous dire au Togo ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a des dispositifs de soutien à la librairie ou à l'édition? Non, malheureusement, aucun dispositif. Et le transport, le dédouanement pour les livres dans la sous-région, les dispositions sont prises pour que les livres ne soient pas aussi dédouanés. Mais ici au Togo, non. Même si je prends les livres, j'ai été invitée au salon du livre jeunesse à Cotonou. J'ai galéré à la frontière parce que j'apportais les livres, parce que je transportais des livres juste pour aller exposer. Donc, c'est un problème. Et au niveau des maisons d'édition aussi, non, je ne pense pas. Okay. Je vois dans le chat qu'à Madagascar, pas de dispositif officiel. Et au Cameroun aussi. Au Cameroun aussi, voilà. Peut-être aussi. Et en fait, quand je dis officiel, c'est des dispositifs directs. Il se passe des choses quand des perfusions ponctuelles comme des projets travaillent sur le monde du livre, mais sinon, dans le budget ministériel, il n'y a absolument pas de fonds d'aide pour les librairies. Je ne vais pas parler pour les éditeurs, mais à ma connaissance, il n'y en a pas non plus.
Voilà, c'est ce que je voulais dire par officiel. On a toujours pris l'habitude de compter sur les perfusions ponctuelles des divers projets. Alors, je vois qu'il y a une autre question d'Annie-Josée, qui est au Cameroun aussi. Pour ceux des éditeurs et libraires qui sont les fondateurs de leur structure, quelle place est accordée au marketing dans le cadre de vos différentes activités? Celui-ci a-t-il joué un rôle essentiel au moment du choix des noms de la structure, par exemple? Alors, qui veut rebondir sur cette question? Donc, la place du marketing là, dans vos activités et notamment comment vous avez pu choisir voilà, le nom de vos structures dans cette optique-là. Qui veut rebondir à cette question? En ce qui me concerne, le nom de ma librairie, je l'ai trouvé à 3 heures du matin dans un rêve. J'étais partie sur un autre nom pendant 3 mois. Donc, à mon avis, c'est pas trop du marketing. Déjà, c'est un métier que j'exerce par passion, donc c'est pas forcément très marketé. Budgétairement parlant, c'est complètement hors de question de réserver un budget pour des actions de marketing, tant la rentabilité est compliquée. Moi, la priorité, c'est plus payer les salariés pour qu'ils restent déjà. Et tout ce qui est marketing, c'est de ma poche. Il n'y a pas de budget à proprement parler dans les activités, malheureusement. Ulrich? Bon, chez Acomamba, nous investissons beaucoup dans le marketing, mais nous avons, en raison des problèmes financiers, nous avons décidé d'orienter ce budget marketing surtout pour le salon du livre. Donc, comme je vous ai expliqué, on a un salon du livre de jeunesse et de la bande dessinée en fin d'année. Donc, on consacre plus de 75% du budget réservé au marketing justement pour le salon exclusivement. Parce que non, c'est pas financé, tous ces événements sont financés par des fonds propres. Si on ne fait pas comme ça, on ne fera rien, quoi. Ouais. Mais le marketing, par contre, c'est très important pour nous. Que ce soit pour toucher de nouveaux auteurs, nous travaillons avec beaucoup d'éditeurs africains, beaucoup d'auteurs aussi à travers le monde, donc c'est nécessaire pour nous de toucher tous ces publics-là. Prudentielle, est-ce que tu veux prendre la parole? Oui. Pour revenir un peu sur la première question, au Bénin, il y a un fonds d'aide à la culture, mais malheureusement, les libraires n'en bénéficient pas. Mais par contre, depuis près de 5 ans, non, depuis près de 3 ans du moins, on a instauré un prix pour les meilleurs éditeurs. Donc, chaque année, l'État lance ce prix et le meilleur éditeur a une enveloppe de 3 millions, il me semble. C'est cette subvention-là qui leur est allouée, mais du côté libraire, nous, on n'a rien, malgré qu'on tape à toutes les portes, qu'on dépose chaque fois nos plaidoiries, on n'a rien eu. Mais je suis confiante parce qu'il y a des réformes en cours sur le plan du secteur de la culture et j'espère que dans les jours à venir, on aura quelque chose. Concernant le plan marketing, moi, j'étais dans une autre structure il y a 5 ans. Cela m'a permis d'étudier le marché, de connaître un peu les habitudes des clients potentiels qui viennent à la librairie. Cela m'a permis de choisir l'emplacement de ma librairie. Là où j'ai créé ma librairie, là où j'ai implanté ma librairie, c'est un quartier périphérique de Douala. Si vous quittez, par exemple, quelqu'un qui connaît bien Cotonou, avant de trouver, parce que la plupart des grandes librairies sont implantées à Cotonou et à peu près dans le même environnement. Donc, j'ai essayé de les constituer à un endroit. Cela m'a permis de prendre, de faire un arrêt aux acheteurs, aux clients qui vont jusqu'au centre commercial de Cotonou avant d'avoir accès aux grandes librairies. Et aussi,
Je dirais oui, non, j'ai un budget pour le marketing, mais je me suis accentuée sur le marketing digital. Parce que de nos jours, on a constaté que la plupart des gens, des clients, c'est tout le monde, même le petit paysan qui est dans mon village, a toujours un Android en main. Donc, je passe beaucoup plus d'informations concernant ma librairie, les nouveautés, les activités que je fais. Je les passe surtout sur les réseaux sociaux. J'ai un compte sur presque tout. Et en moins de 3 ans, je peux avouer que la librairie Savoir d'Afrique est presque connue à Cotonou et aussi bon, dans les environs, dans la sous-région. Donc, l'information est beaucoup passée sur les réseaux sociaux, si bien que à tout bout de champ, on reçoit des demandes, des informations, des demandes sur tel livre et la référence pour la librairie, pour la littérature africaine, pour la littérature béninoise, c'est Savoir d'Afrique. Quelqu'un qui veut un livre, même si le livre a disparu dans les rayons de la librairie, par exemple les grandes librairies Notre-Dame et Sonaec, on les oriente vers la librairie Savoir d'Afrique. Si ça peut s'ils viennent là, ils seront satisfaits. Et aussi, je suis aux aguets des informations sur les réseaux sociaux. Dès qu'un livre paraît, je fais tout possible pour me mettre en contact avec l'auteur ou bien l'éditeur pour avoir ce livre en rayon. Donc, cela a donné une notoriété, une publicité forte à ma librairie. Donc, c'est cette expérience-là que je veux partager avec vous. Merci pour ce témoignage présidentiel. Je vois que Corinne a levé la main. Corinne, on t'écoute. En fait, c'était pour répondre à la deuxième question liée au marketing. Donc, la première chose par rapport au nom de notre maison d'édition, alors le nom a été réfléchi, alors pas dans une visée marketing, mais pour répondre en tout cas à notre philosophie. Donc, puisque depuis toujours, on pense que bien que le livre fasse partie d'une industrie, on a toujours eu une conception très artisanale du livre, d'où Atelier, et puis Nomade pour répondre à cette envie justement de créer des passerelles entre nord, sud, 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 et en tout cas d'avoir envie que le livre sorte des étagères pour aller ailleurs. Donc, Atelier des Nomades, c'est un nom qui a été réfléchi, mais alors en ce qui concerne, mais pas du tout dans une visée marketing, mais plus pour répondre à la philosophie même de la maison. Et le marketing, en fait, non, on n'a absolument pas de budget. En revanche, c'est une notion qui est très importante puisque si on fait des livres et qu'ils ne rencontrent pas leur public, donc on a quand même un problème économique qui se crée. Mais pour ça, on essaye de faire confiance à ceux qui nous entourent, aux acteurs avec lesquels on travaille, en essayant d'être le plus proche possible des journalistes, des blogueurs, des influenceurs, de créer du lien avec les libraires, les bibliothécaires. Donc, et au final, on se dit que ce sont eux qui parleront le mieux de nos livres. Donc, notre marketing, finalement, il se fait par le biais d'un lien assez serré avec les gens avec lesquels on travaille. Merci, merci beaucoup. Corinne, alors René-Laure, et peut-être après une dernière question, et puis Anise, voilà, on montrera quelques pages du catalogue et on va devoir clore puisqu'il y a d'autres rendez-vous qui s'enchaînent derrière après. René-Laure. Oui, juste pour le nom de la maison d'édition, le sucrier, c'est vrai que tout le monde, on pourrait penser que c'est le petit récipient qui permet de recevoir du sucre. C'est pas du tout ça. En fait, le sucrier jaune, c'est un oiseau chez nous. C'est un petit oiseau qui a le dos noir et qui a tout le ventre jaune. Un très joli petit oiseau qui a failli disparaître à cause des épandages aériens qui étaient de pesticides qui étaient pratiqués notamment sur les bananeraies chez nous. Et pour la petite histoire, l'anecdote, en fait, lorsque moi j'étais enfant, j'étais tout le temps dans les arbres et mon surnom était sucrier. Donc, c'est un peu ce qui a présidé ce sont ces deux raisons-là qui ont présidé
au choix du nom de la maison d'édition. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de voir qu'effectivement, on revoit à nouveau beaucoup de sucriers chez nous parce que les épandages aériens de pesticides sur les bananes se sont arrêtés, heureusement. Donc, voilà. Et concernant le marketing, eh bien, nous utilisons tous les moyens à notre disposition. C'est vrai qu'on a une toute petite maison d'édition, donc on n'a pas de budget vraiment marketing. Autant que possible, on va sur les réseaux sociaux, on est présent. Et puis, on utilise aussi autant que possible les médias traditionnels. Donc, je suis en contact avec les journalistes, etc. J'envoie toujours les dossiers de presse, les communiqués de presse. Donc, régulièrement, je peux être invitée soit à la radio, soit à la télé, soit pour avoir un article dans le quotidien local. Et puis, je fais beaucoup de marketing de terrain, notamment en direction des écoles. Puisque, effectivement, on ne se refait pas. Mon premier métier, c'était enseignante. Et donc, je connais très bien l'écosystème des écoles chez nous. Et donc, je suis très souvent en contact avec les établissements scolaires. Et donc, je vais présenter le catalogue, présenter ce qu'on fait. Et ça fonctionne très bien avec ce public-là. Et puis, on va en librairie, faire des présentations, etc. On fait beaucoup de choses. Être en contact avec notre public. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, je vois une question de Jean-Claude qui demande, Corinne, compte continuer à travailler sur la chauve-souris, point d'interrogation. Alors, enfin, si je comprends bien, c'est-à-dire par la suite, ou je suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais enfin, en tout cas, cette question d'animaux en danger, de forêt, ce sont des questions qu'on a régulièrement traitées à l'atelier des nomades. On avait, quelques années auparavant, on avait fait un bestiaire mauricien et en fait, qui a eu beaucoup de succès. En fait, c'est un titre qu'on réimprime quasiment tous les ans, puisqu'en fait, c'était la première fois qu'on créait un livre où les Mauriciens pouvaient retrouver des animaux de chez eux. En fait, ils se souvenaient même plus que ces animaux-là faisaient partie de leur entourage. Donc, et la chauve-souris, en fait, pour Maurice en tout cas, c'est vraiment un animal dont on n'en entend parler que lorsqu'il y a des abattages successifs ou pour entendre les gens dire ils piquent nos fruits, etc. Et pour la petite anecdote, l'année dernière, donc à un salon du livre en plus, euh, au moment même où en fait j'avais accepté de publier ce texte, j'entends une personne, j'étais au milieu du salon du livre, donc il y avait des chauves-souris en fait dans un arbre, voilà, au salon, et j'entends une personne dire: «Oh là là, j'ai envie de prendre un fusil et les tuer». Ça m'a tellement choquée et je pense que oui, on va continuer à travailler là-dessus, c'est-à-dire, en tout cas, faire entendre ce message parce que je crois qu'il est important qu'au-delà la question de vampires, de Dracula, tout ça, en fait, qu'on entende que, bien qu'il y ait un vrai rôle de ces chauves-souris et il est important, puisqu'en fait, cette chauve-souris-là, en l'occurrence, elle a disparu de La Réunion il y a quelques années. Elle a réapparu ensuite, donc c'est ce qui prouve à quel point cet écosystème est très fragile. Merci beaucoup. Je suis désolée, on va être obligé de passer à la conclusion. Alors, avant vraiment de vous remercier toutes et tous là, donc, la rencontre est enregistrée, elle sera rediffusée, on vous enverra le lien, ne vous inquiétez pas, et puis vous pouvez transmettre le lien à d'autres personnes aussi. Je te passe la parole, Anne-Lise, pour en Oui, avant-première qu'on voit oui, quelques images du quelques catalogue. images. Merci, c'est extrêmement riche et important de faire que ces rencontres soient régulières. C'est vraiment essentiel. Oui, est-ce que tu veux que je le partage ou tu le Ouais, partages? s'il Voilà, vous plaît, très peut-être. rapidement, voilà, le catalogue, tu peux passer, hein, parce que justement, je voulais juste montrer ce que je disais tout à l'heure, à savoir le fait que donc on avait un voyage dans certains pays, mais à travers certains thèmes. Donc là, vous voyez surtout autour de la BD, Yamen Manaï qui est dans un échange.
voilà, sur la droite. Et puis après, et l'Expo Koumouni. Là, vous avez par exemple aussi le libraire Siliabé en Guinée qui a témoigné aussi. Et puis d'autres témoignages qui complètent son propre témoignage. Et puis là, Madagascar, vous avez aussi un ensemble de témoignages avec là, par exemple, Fabienne Janka. On voit Fabienne Janka qui parle à un enfant. Voilà. Et puis, ce que je n'ai pas dit, mais parce que je pensais que tout le monde connaissait un peu le principe de la caravane, c'est que cette opération, comme le disaient très bien les libraires, et elles ont toutes parlé de ça, c'est vraiment une occasion de pouvoir toucher des publics qui ne sont pas forcément proches de la lecture ou en tous les cas pas habitués à avoir accès à des livres. Et donc là, on a voulu montrer des initiatives qui étaient proposées par des libraires. Voilà. Je finis en remerciant aussi le travail de Mariette Robb, qui est l'illustratrice et graphiste qui a travaillé sur ce concept. Bien sûr aussi Margot Devine qui travaille avec moi, qui a coordonné le travail. Et voilà, et merci aussi à tous ceux qui ont participé parce que bien sûr, c'était une affaire collective. Merci en tous les cas. Il sera donc disponible entre le 2 et le 6 octobre à la librairie francophone. Les visuels sont très très beaux, hein, vraiment très, très jolis. Moi j'ai une dernière question, en fait, je me permets encore 2 minutes, mais qui s'adresse peut-être un peu plus à Binta et Vanessa, parce que vous disiez, mais ceci plus largement dans cette librairie, vous disiez l'une et l'autre que vous faisiez vraiment un travail spécifique pour sortir de la librairie et voilà, mettre en place des actions en dehors de la librairie. Est-ce que vous constatez que ces actions hors librairie font venir des gens qui n'étaient pas habitués à venir dans la librairie? C'est vraiment des publics qui, dans tous les cas, ne viendront jamais à la librairie. Et est-ce qu'il y a un effet un peu de rebondissement de ces actions que vous menez hors librairie, dans la librairie? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent un peu plus dans la librairie ou pas? Oui, 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 absolument. Moi, je peux dire déjà les parents qui viennent, qui déposent leurs enfants et qui viennent les chercher se disent, ah, mais on va regarder ce qu'il y a dans la librairie. Parce que la salle, elle est collée à la librairie, mais elle est indépendante. Donc, vous voyez, pour moi, ça a déjà changé le regard. Et au Niger, enfin, de manière générale, on confond beaucoup librairie et bibliothèque. Et le fait que j'ai les deux, les gens disent, ah, on va à la bibliothèque de la Farandole, j'essaie d'expliquer que vraiment c'est différent. Et ça a surtout changé le regard qu'on a sur le libraire qui est un commerçant. Alors, le fait de présenter, de proposer des activités gratuites, déjà, vraiment, ça touche beaucoup les gens. Ils me disent, ah, mais c'est bien le temps que vous passez avec les enfants. C'est vraiment leur montrer que c'est vrai qu'on est des commerçants, mais en même temps, nous avons un but, c'est vraiment vulgariser des ouvrages de qualité, ces enfants qui sont de milieux très modestes, j'insiste, aient accès à ce livre. Donc, pour moi, déjà, le regard est changé et c'est très important. Et aussi le public qui maintenant vient et qui se dit, ah, il y a vraiment de beaux livres. Et pour moi, tout est positif en fait. Pour moi, j'ai gagné sur tous les plans. Le regard surtout sur le libraire. Je n'en avais pas parlé, mais c'est important. Merci. Merci pour ces précisions, Anita. Vanessa, peut-être en 1 minute, mais vraiment 1 minute parce qu'après on va être obligé de finaliser. Oui, Oui. oui. Effectivement, comme l'avait dit Binta, ça a changé tout et ça fait que quand les parents viennent déposer leurs enfants, déjà, il y a des gens qui passent et qui ne savent pas. Ils ont même de la peine à rentrer à l'intérieur. Et grâce à cette activité qu'on a effectuée, les gens viennent, ah, on ne savait pas, et puis oh, il y a des livres moins chers. Il y a tout ça. Et puis ce qu'on fait à l'extérieur aussi, ça permet aux gens de venir à la librairie. D'autres qui ne peuvent pas se déplacer, ils commandent. Et on reste ouvert à tout ça. Je pensais vraiment une action qui mène à connaître la librairie et puis à avoir aussi une autre vision que on peut avoir les livres à 1 000 francs, on peut avoir les livres à 1 500, que d'autres pensent que les livres sont, c'est toujours hors de prix, vu la situation. Et on a mis aussi en place, je ne l'avais pas mentionné, aussi sur la terrasse, il y a des livres à lire sur place, gratuitement, pour le moment. Il y a des livres pour enfants et pour grands à lire sur place. Merci. Merci beaucoup et vraiment bravo pour voilà, le libraire éditeur pour toutes ces initiatives qui sont voilà, très,
très, très intéressante et très enrichissante. Merci beaucoup pour le temps que vous avez dédié à cette rencontre, pour la préparation. Margot, pour le travail de PowerPoint aussi qui a été fait, de tout le travail graphique. On vous dit à bientôt. Donc, l'enregistrement sera disponible, on vous l'enverra. Et puis, bonne journée. N'hésitez pas à suivre les autres rendez-vous prévus sur Babelika qui suivent là dans toute la journée demain. Merci encore à toutes et à tous et puis à bientôt. Merci. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir.